Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous, amis du Wargame, salut à tous mes petits bouseux, bouseux des villes ou des campagnes, peu importe, la ruralité c'est un état d'esprit, c'est dans la tête que ça se passe. Bienvenue sur Rural Hammer pour un nouvel épisode de Maxu Battle Report. Un Maxu Battle Report où vont s'affronter deux armées de 3000 points. Tau versus Ravengard, un affrontement de grande valeur qui nous aura pris pas moins de 10 heures. De 10 à 20 heures, debout autour d'une table, en train de gamberger un maximum sous perfusion de bière artisanale et de charcuterie. Voilà tout à fait l'incarnation d'une partie en mode Rural Hammer. Ça avait beaucoup de valeur, tout ça. Ça rejoint un petit peu l'émission précédente où on parlait un peu de pognon. Et bien ici, nous avions une grande table full pinte et deux armées de 3000 points full pinte. C'est exactement pour ça qu'on met du pognon. Ça s'incarne à travers quelque chose de beau, quelque chose qui nous aura pris pas moins de 10 heures. Nous nous affrontions donc avec l'ami Manu que je salue. Nous nous affrontions donc dans le cadre d'un match play, tout ce qu'il y a de plus normal avec le deck Léviathan. Pas de petite narration supplémentaire, on n'avait pas eu le temps de trop théoriser à ce sujet. D'autant plus que cette partie Tau, eh bien, c'était sa première partie Tau avec le nouveau codex et c'était également une première pour moi. Je n'avais pas encore affronté ces zinzins de l'espace depuis la nouvelle version du jeu. Parlons un petit peu des listes. Côté Ravengard, donc 3000 points, nous avions donc le maître de chapitre Kevin Shrike, accompagné de ses 10 Vanguard vétérans, donc l'ensemble en lone opérative, ce qui est très fort. Il peut se barrer du champ de bataille à la fin du tour ennemi, très bien. Le Librarian en armure Phobos qui va accompagner les Infiltrators. Il a une petite amélioration qui s'appelle Execute and Redeploy qui va lui permettre de move, tire et remove. Donc très bien pour aller capturer des objets un peu en traversant la table. Un Librarian en armure Terminator qui va accompagner eh bien, des Terminators, leur donnant le petit sustain hits et un peu plus de patates au tir. Un lieutenant en Phobos Armor qui va accompagner des incursors. Là aussi, un petit move bonus de D6 après avoir tiré. Donc ça peut permettre de réembarquer dans un transport ou ce genre de petit move. Le fameux lieutenant avec combi weapon en lone opérative qui lui donc est tout seul et qui est vraiment taillé pour faire du secondaire. Il a l'amélioration Shadow War vétéran qui va me permettre de accroître le coût en PC d'un stratagème ennemi. Et pour finir sur les persos, un petit Tech Marine, tout ce qu'il y a de plus bête. Il a une petite amélioration qui lui donne également le lone opérative. Il n'a pas forcément besoin de coller au train d'un véhicule. Du côté des Battle Lines, nous avons une escouade d'intercessors tout bête et une escouade de Heavy Intercessors, eh bien tout bête aussi. Du côté du reste de l'infanterie, on a un petit pack d'agresseurs en lance-flammes, on a un Ballistus Dreadnought, on a deux escouades de Sniper Eliminators, on a un Gladiator Lancer, donc le roi de l'anticharme. On va voir que ce ne sera pas le cas. On a deux escouades de Hellblasters qui seront en réserve. On a une escouade de Inceptors Plasma qui seront également en réserve. On a ensuite deux petites motos ATV avec des multifuseurs. On a deux Tactical Warsuit. On a un répulsor Executioner armé du canon destroyer laser lourd dans lequel embarquera les agresseurs lance-flammes. On a deux escouades de scouts, on a une escouade de suppressors et puis c'est tout. Voilà, c'est la fin de ma liste. Donc vous voyez une liste quand même très populeuse, très MSU également, avec pas mal de mots-clés lone opérative, avec pas mal de moves bonus d'après-tir. Donc
Voilà, j'en ai déjà parlé de cette armée. Une armée très mobile, une armée qui est vraiment taillée pour le score, pour aller un peu partout sur la table, avec de l'infiltration, avec des mouvements d'avant-garde, etc. Donc ici, un modèle de liste pas optimisé pour dessous, parce que je me suis contenté de mettre tout simplement toutes les figurines que j'avais. En Ravengard, je dois avoir un total de 3200, 3300 points, avec quelques variations dans les QG principalement. Mais là, en gros, j'ai mis toutes mes figurines sur la table. Du côté des taux, donc là, naturellement, je serais bien moins qualifié pour en parler, mais au moins les familiers de cette faction pourront reconnaître à peu près le truc. On a donc un commandant en exo-armure Colstar, on a un commandant en exo-armure Enforcer, et à vrai dire, on en a 2. Donc chacun de ces 3 commandants va accompagner naturellement des Crisis. On a un éthéré, on a un sabre de feu. Côté ligne, en termes d'équipe d'attaque, on a 3 escouades de 10, dont 2 sont embarqués dans des Devilfish. On a 2 escouades de 10 Breachers. Côté transport assigné, donc 2 Devilfish. Un petit pack de 10 croûtes, des exo-armures stealth, on en a 2 packs de 3. On a ensuite beaucoup de véhicules, on a un char Skyray, une exo-armure Ghost Kill, une exo-armure Riptide, un pack de 3 exo-armures Broadside, et ensuite du côté des Crisis, on a un pack de 3 Fire Knife, un pack de 3 Starseed et un pack de 3 Sunforge, donc des escouades de Crisis qui désormais sont spécialisées. Il y en a une vraiment anti-char, l'autre anti-infanterie, etc. On a ensuite, et là ça va être ma grosse épine dans le pied, 3 petites escouades de 2 tétras. Donc ces trucs qui ressemblent un peu à un pénis. Ce sera sans doute l'unité star en face, et j'ai un peu halluciné de voir ce que ces petites saloperies de rien du tout étaient capables de faire. Et pour finir, une énorme Storm Surge à 400 points. Donc d'un côté comme de l'autre, des listes franchement populeuses, pas forcément optimisées suivant les canons de la méta, mais néanmoins qui rigolent zéro, parce que de part et d'autre, on a une énorme puissance de feu. Mais d'expérience, je savais que jouer la carte de la puissance de feu en Space Marine, c'est l'assurance de trouver mieux en face. La puissance de feu Xeno l'emporte toujours à ce jeu-là. Donc, c'est ce qu'on allait voir. Parlons un petit peu de la map. C'était une map un peu modèle V7, V8, donc une table de 48 sur 72. Donc techniquement, une table qui est à peu près adapté au jeu en 2000 à 2500 points. Mais jouer en 3000 ne pose pas vraiment de problème dès lors qu'on met pas mal de troupes en réserve. Et là, on a toute la place qu'il faut pour se mouvoir. Le déploiement s'est fait en diagonale. Les objectifs de mission étaient du grand classique, c'était du prendre et tenir sans trop de règles supplémentaires. Et donc cette map, elle présentait quand même pas mal d'occultants, ce qui rendait les lignes de vue un peu difficiles. Donc c'était un peu volontaire quand on fait s'affronter 2 armées de tir. Sans ça, ça devient vraiment une séance de tir au pigeon. Commençons donc par la bataille. Naturellement, je n'ai pas le tour 1. Ça fait une putain d'éternité que je n'ai pas le tour 1. Et quand on joue Ravengard, c'est un vrai problème. Ne pas avoir le T1, c'est l'assurance en fait de prendre au primaire à peu près 2 tours de retard. Dès lors que j'ai le T1, je suis partout en début de partie. Mais là, évidemment, face à du taux, ne pas avoir le T1, ça veut dire se planquer. Et donc, je me suis servi naturellement de tous mes petits mouvements d'avant-garde pour pouvoir préserver mes troupes. Donc, ça m'a permis de planquer mes Warsuits et un bon petit paquet de Phobos. Donc, j'étais safe et on se disait que le tour 1, il n'allait pas se passer grand-chose. Et ça s'est déroulé comme ça. Du côté taux, donc, pas de grosses cibles apparente grâce à mes petits mouvements d'avant-garde. Il va se contenter de projeter ses Devilfish remplis à ras-bord ainsi que ses croûtes qui se dirigent vers le centre de la map. Le reste va demeurer en embuscade dans la zone de déploiement. Alors, est-ce que c'était trop timide ? La partie nous prouvera que oui. Ici,
En faisant quelques mouvements, il aurait pu aller choper une ligne de vue, par exemple, sur mon Dreadnought Ballistus. Il ne l'a pas fait par peur des représailles. Donc, est-ce que c'était trop timide ? À vrai dire, oui, la partie allait nous le prouver, mais en tant que joueur tôt, eh bien, les habitudes sont là. Le joueur tôt a l'habitude de jouer en mode un peu château, avec un énorme dispositif qui va passer toute la partie dans la zone de déploiement. Bien, du côté des nouvelles règles V10 qui insistent encore plus qu'avant sur le control map, mieux vaut toujours faire le premier pas, quitte à prendre la sauce par la suite. Donc les joueurs tôt vont devoir bousculer un petit peu leurs habitudes, il semblerait. Vient mon tour 1. Alors naturellement, les blindés sortent du bois pour aller choper un maximum de lignes de vue. Donc les premiers candidats à la chose étaient tout simplement ces deux Devilfish qui se rapprochaient dangereusement du centre de la map. Donc je sors mes véhicules, les synergies de tir sont bien établies et à ce titre c'est une énorme gamberge parce que entre le serment de l'instant, entre les unités optimisées autour des cibles en pleine forme, les autres unités optimisées autour des cibles abîmées, il faut quand même bien réfléchir. Il y a beaucoup de tirs. Et donc, voilà, on prend un moment à réfléchir. Ma synergie de tir est là. Et donc, c'est parti. Et ça commence par un énorme fiasco du Gladiator Lancer qui rate absolument tout. Donc là, autant vous dire que quand on touche à 2 rerolls, parvenir à tout rater, voilà, c'est un exploit, c'est un alignement de planètes comme il y en a peu. Et ma partie commence là-dessus. Ma partie commence par un Gladiator Lancer, ma source de tir anti-char la plus fiable, qui rate absolument tout. Les G2D sont désastreux. On m'appelle désormais Attila le 1. Et donc, suite à ça, pour descendre les 2 Devilfish, eh bien, j'allais devoir mettre tous les efforts du monde et donc faire à peu près tirer mon armée entière, tandis que les incursors menés par leur lieutenant allaient s'occuper des croûtes en milieu de map. Donc, au terme de ça, les 2 Devilfish, eh bien, sont détruits. Franchement, au PV près, j'ai dû mettre vraiment tout, y compris des trucs pas faits pour ça du tout, des petits lance-missiles de scout, des bolters lourds, même des lance-flammes, c'est pour vous dire. C'était vraiment la dèche. Mais néanmoins, l'objectif est rempli, les 2 Devilfish sont à terre, il reste quelques troupes à terre, dont certaines ont été relativement épargnées et dont j'allais avoir beaucoup de mal à me défaire par la suite. Ces quelques survivants vont être une vraie épine dans le pied. Au centre de map, les incursors font une charge absolument dévastatrice sur les croûtes et ont raison d'eux. Leur petit couteau, mine de rien, avec un lieutenant, c'est des petites attaques de corps à corps qui combinent létal et sustain. Donc c'est une vraie tempête de petites lames qui se sont abattues sur ces carnivores. À la fin de mon tour 1, naturellement, toute mon armée est exposée. Mes véhicules sont sortis du bois. Il ne reste que mes Warsuits qui sont un peu encore en arrière-garde. Les Warsuits qui ne peuvent commencer par se projeter au T1, c'est compliqué car désormais, elles partaient de loin. Les Warsuits ont pour vocation de foncer dans le tas. Et bien là, elles auraient du chemin à faire et à mon avis, elles vont rencontrer tous les problèmes du monde pour aller jusqu'aux lignes ennemies. Arrive le tour 2 et donc la première phase de tir tôt, c'est la punition d'office. La Storm Surge se met en ligne de mire, les broadsides descendent du ciel et le résultat, c'est que mes 2 gros blindés explose. Donc mon Gladiator et mon Repulsor Executioner, donc on parle quand même d'un pack de 30 points de vie, du côté tôt, ça n'a pas représenté le moindre défi de détruire ces 2 véhicules-là. C'était fastoche. Pourquoi ? Avec les tétras. Ces saloperies, alors pour vous parler de l'armée tôt, on parle quand même d'une armée qui tire beaucoup, mais qui tire mal. Une Storm Surge, ça touche à 4. Un tétra, ça fait que cette Storm Surge qui touche mal, elle va désormais toucher à 3 rerolls.
Donc là, on parle quand même d'une petite unité de merde à 70 points qui va donner à n'importe qui sur la table un plus un hit et un reroll. Et ces petites unités, eh bien, c'est des petits châssis de 7 points de vie, endurance 7. Et donc, mine de rien, il faut pouvoir s'en défaire. Et je ne vais pas y parvenir de toute la partie. Donc là, j'ai un gros problème. C'est que ces trucs-là, ça transforme des unités qui tirent mal en unités qui tirent presque de manière automatique. Et donc, ça va être une vraie purge. Du côté de la Storm Surge, ça en fait un outil d'une fiabilité assez extrême. Et les broadsides sont absolument terrifiantes. Donc ici, les jets de dégâts étaient fous, les jets de bless étaient fous. Donc, mes 2 plus gros blindés détruits, ça commence bien. Et sur l'autre flanc, eh bien, il y a également une Warsuit qui prend tarif et à laquelle il ne restera plus que 3 PV. Mon infanterie demeure relativement épargnée par cette première salve. Il s'est tout simplement concentré sur le gros et ça a marché parce qu'il ne m'enlève pas moins de 500 points d'armée. Le reste de ces troupes commence à prendre gentiment la map. Crisis, Riptide et Ghostkill entrent dans la danse. Vient mon tour 2 et donc privé d'anti-char, d'office, ça va être compliqué. Je sais avec certitude que je ne pourrai me défaire de ces plus gros châssis. Il va donc me falloir jouer le tout pour le tout. J'avais déployé une petite balise pour mes Terminators, mais malheureusement, elle devient inutilisable car elle sera en pleine pampa, en plein terrain découvert, cerné de partout par des exo-armures. Les fers FEP ici, c'était l'assurance de les voir détruits très vite, même par un tir en état d'alerte, c'était jouable. Et donc j'observe et je vois une faille dans sa zone de déploiement, c'est-à-dire qu'il y a un grand cercle au centre duquel je vais pouvoir me poser à 9 pouces de tout le monde. Et donc je fais venir la puissance, je fais venir mes Terminators accompagnés du Librarian, ainsi que les Inceptors Plasma en plein dans sa zone de déploiement face au redoutable Broadside. Les Inceptors Plasma tirent, ça fait une broadside en moins. Et par bonheur, je réussis une petite charge à 9 avec les Terminators qui viennent complètement annihiler l'escouade. Donc là, on parle d'une escouade à presque 300 points. Bref, je suis content. Mais je sais très bien que ceux qui restent de mes Terminators dans sa zone de déploiement, ils sont complètement pris au piège. Ils vont prendre une sauce terrible au tour prochain. Et sur le reste de la map, eh bien, c'est toujours un désastre. Les jets de dés sont horribles et je n'arrive pas à me débarrasser des quelques survivants de son avant-garde, que ce soit les petits guerriers de feu qui ont débarqué de leur transport abîmé, les breachers ou les stealths. Je ne fais que gratter quelques PV à droite, à gauche. Ça ne fonctionne pas. Même mes tirs les plus impactants du genre Hellblaster ou compagnie, ça ne marche pas. Mon Ballistus fait prout. Mes Warsuit font prout. Il n'y a rien qui va. Je suis vraiment dans une très très mauvaise passe en termes de lancer de dés. Du côté du score, par contre, ça va, tout va bien. Les secondaires ne représentent généralement pas de grandes difficultés avec cette liste-là. Et tout va bien, je fais toujours du 10 points. Vient le tour 3 des taux et là naturellement j'ai créé chez lui un sentiment d'urgence. Il doit absolument s'occuper de mes Terminators en pleine visite chez lui. Et eh bien là c'était le moment de les protéger un maximum. Donc d'une part j'allais pouvoir profiter de ma règle d'armée qui me donne un bonus de couvert supplémentaire, donc il aura un -1 hit sur la plupart de ses troupes de tir, et j'allais également bénéficier du couvert léger, me faisant passer à une save à 1+, et eh bien j'ai fumé mon petit PC également pour avoir un Armor of Contempt. Donc -1 hit, sauvegarde à 1, et je réduis la PA de 1. Eh bien le résultat, c'est qu'il allait devoir mettre toute son armée pour se débarrasser de cette escouade. Le résultat de ça, c'est que le reste de mon infanterie présente sur la map allait être épargné. Il allait vraiment devoir mettre plus de 2000 points de tir entière
pour venir à bout de cette escouade de Terminator bien costaud. Néanmoins, à la fin de cette phase de tir interminable, ça a quand même marché. Cette escouade de Terminator est dead. Il ne reste plus que 2 petits Inceptor Plasma dans sa zone de déploiement. Sur l'autre flanc, malheureusement, il réussit quand même à venir à bout de la Warsuit survivante grâce à sa Riptide et son char lance-missile, le Skyray de mémoire. C'est ça. Durant ce tour, j'allais également faire un petit rapide ingress avec Shrike et sa bande, demeurant cependant à bonne distance, tout simplement pour garder mon bonus de lone opérative. Donc Shrike faisait face à une escouade de Crysis qui était en hauteur. Voilà, c'était l'assurance de me garantir une charge automatique au tour suivant, tout en maintenant le fait qu'il n'allait pas pouvoir me tirer dessus. Donc ça, véritablement, c'est vraiment assez fort. Du côté taux, durant ce tour 3, on a également une Ghost Kill qui s'est projetée en milieu de map grâce à sa règle d'armée qui lui donne des advance auto à 6 tout en pouvant tirer. Donc le mec, il va me fumer 2 agressors dans la foulée. Mais je pensais pas qu'il allait pouvoir tirer, mais en fait, si, fait chier. Je perds bêtement 2 agressors. Les autres exo-armures s'avancent un petit peu plus. Les crises commencent à être partout. On en vient au tour 3 à Ravengard. Eh bien, à l'issue de ce tour 3, moi aussi, je suis partout. Je suis absolument sur tous les objets. J'ai toute la map. Je vais reprendre le centre. J'ai des flancs assez solides. Et ça nous donne tout simplement une armée qui va, une fois de plus, bien scorer. Entre les actions, l'occupation de la map, etc. Tout se passe encore très bien à ce niveau. Et donc cette fois, c'est lui qui a créé un sentiment d'urgence dans ma stratégie, c'est cette énorme Ghost Kill en plein milieu de map. Et il se trouve que pour marquer un certain secondaire, je vais devoir reprendre ce centre. Donc naturellement, Ghost Kill, c'est parti, serment de l'instant, il faut absolument que j'en vienne à bout. Cependant, cette exo-armure a également un lone opérative et je ne vais pas parvenir à mettre tout le monde à moins de 12 pouces. Ce qui veut dire que je vais devoir faire beaucoup avec relativement peu de troupes. Et ça va me prendre énormément de ressources pour tuer cette Ghost Kill. Naturellement, là, je parle de tirs qui sont désormais privés d'anti-char. Les G2D sont toujours pas terribles. Résultat, je viens à bout de la Ghost Kill, mais ça m'a pris énormément d'énergie sur la table, tant et si bien que je ne peux pas vraiment m'occuper du reste. Et le reste, il y a encore cette petite poignée de survivants du premier tour qui est toujours là sur des objets à me faire chier. J'essaie quand même de cibler quelques crises, mais les tirs sont une fois de plus assez difficiles, y compris avec des Hellblasters. Je rebondis très très souvent sur les invus. On commence à comprendre que les dés penche largement du côté taux, parce que moi je rate tout et lui réussit toutes ses invus. C'est assez infernal, mais c'est comme ça. Souvent, ça change en cours de partie. Malheureusement pour moi, ce ne sera pas vraiment le cas pour cette partie-là. Sur l'autre flanc, comme je l'ai dit, Shrike va charger les Crysis. Donc même si on parle d'une escouade qui manque relativement de punch, les Vanguard vétérans, c'est pas fou. C'est force 5, dégâts 1, PA -1, c'est pas fou. Cependant, le petit Lethal Hits qu'il gagne à la charge me permet de pulvériser 3 Crisis et son commandant demeure à 2 points de vie. Shrike tape assez fort quant à lui. Il a également le mot-clé précision. Donc ce petit commandant Enforcer de mémoire survit avec 2 points de vie. Donc à l'issue de ce tour 3, je suis partout. Il me reste quand même beaucoup d'infanterie. Et le résultat de ça, c'est que je me tape la deuxième grosse punition tôt de la partie qui cette fois va complètement pulvériser mon infanterie. Mon escouade de Vanguard accompagnée de Shrike va se faire annihiler. Vraiment. Et comme un connard, j'ai oublié qu'ils avaient d'office le mot-clé discrétion. Ça aurait pu me faire gagner 2-3 figurines, mais sincèrement, ça ne changeait pas grand-chose. Donc cette escouade de Vanguard va se faire pulvériser au tir. Ne demeurera que Shrike avec 2 PV. Tous mes Hellblasters,
Toutes mes armures Gravis, quant à elles, vont subir le feu combiné des Riptide, des Crisis, de la Storm Surge. Je n'ai plus rien. Toutes mes escouades de spécialistes sont complètement fauchées. Il me reste, franchement, à l'issue de ce tour 4, une Warsuit, quelques scouts snipers, mes infiltrators, des intercessors, Shrike très abîmé et mon lieutenant en lone opérative. Je n'ai absolument plus rien. Ça a été vraiment une tempête de feu atomique. Donc parlons un peu de la règle d'armée To qui était là de mémoire, le Monka. Ça lui donne lethal hits sur toute l'armée. Rien que ça, quoi. Donc, du lethal hits sur une armée de tir, c'est absolument prodigieux. C'est que ça équivaut à un plus un bless sur absolument toute l'armée. C'est énorme. Des jets de lethal hits sur une partie de cette taille-là, il a dû en faire une centaine. Donc une centaine de fois, je me fais blesser auto. Ça lui garantit une attrition de fou. Et les tétras sont toujours là pour guider de la manière la plus fiable du monde, faisant d'une armée qui touche mal une armée qui touche automatiquement avec du lethal hits de partout. Donc c'est vraiment sans surprise que mon infanterie a pris une sauce terrible, y compris bien les châssis les plus gros comme les Gravis. Ils se sont fait tous pulvériser. Vient mon T4 et là je dois composer vraiment avec pas grand chose et naturellement je tire un secondaire où je dois tuer des véhicules. Cependant j'ai vraiment trop peu de tirs désormais. J'arrive à gratter une crisis avec quelques tirs de suppressors, des survivants Hellblasters ça et là, quelques bolters chanceux, mais globalement pour le reste c'est foutu. Je rebondis complètement sur l'invulnérable de la Riptide. C'est simple, il a dû faire une dizaine de jets, il les a tous réussi, ces jets d'un vu. Je parviens à gratter un petit peu la peinture du Skyray que ma Warsuit, la dernière qu'il me reste, va parvenir à charger et lui enfoncer son capot à l'aide de son grand point de Dreadnought. Donc l'honneur est sauf, je tue une Crisis, je tue un gros char. Tout ceci me fait une fois de plus scorer convenablement. Du côté du score, tout va bien. Les scouts, à chaque tour, je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois, ils se barrent pour revenir là où j'en ai besoin, dans un quart de table, pour faire une action, etc. Le secondaire, ça reste au top, même avec une armée dont il ne reste plus rien. Et donc, le T5 du To, c'est en route vers la table rase, évidemment. La Storm Surge venge le Skyray en faisant complètement sauter la dernière Warsuit. Et le cauchemar de l'infanterie continue. Il va se libérer un flanc entier en tuant toutes mes unités survivantes qu'il y avait là-dessus. Et je vais reperdre le centre. Donc le centre de la map, il aura été vraiment très très disputé. Et donc si je n'avais plus rien au T4, j'ai encore moins au T5 et je vais devoir faire un T5 avec quelques derniers survivants. Cependant, ces derniers survivants vont parvenir quand même à scorer et se projeter sur les derniers primaires. Donc que ce soit par exemple mon Librarian qui va move, tire et remove, il va pouvoir se projeter sur le centre de map pour le reprendre. Shrike également va sauter, donc toujours sous lone opérative, il va sauter sur le dernier objectif et je vais également conserver ma zone de déploiement. Ça me garantit 15 points de primaire et donc je vais caper les primaires à la fin de ce T5 et les derniers secondaires qu'il me reste à faire, je vais les réussir également. Donc tout ça, ça nous donne quoi en fin de partie ? Ça nous donne une Raven Guard complètement pulvérisée. Ça nous donne une armée To qui, en vérité, s'il y avait eu un tour de plus, aurait buté tout ce qu'il me restait et aurait scoré un maximum. Cependant, une partie, ça s'arrête au tour 5. Et donc, on s'est rendu compte que les To, en termes de prise de map, ils avaient bien un tour, voire deux de retard en termes d'occupation du terrain.
Il avait pourtant tout le loisir de le faire, étant donné que je n'ai pas pu avoir le T1, donc j'avais des infiltrations, des avant-gardes très timides. Globalement, je suis resté à l'abri, pas trop loin de ma zone de déploiement. Donc il aurait pu, je pense, plus tôt dans la partie, occuper davantage la map pour scorer plus facilement à la fois les primaires et les secondaires. Donc ça nous donne une Ravengard pratiquement annihilé, mais qui gagne cependant assez largement un 85 à 55. Donc un score qui, moi dans ma tête, si vous voulez, j'ai perdu là. J'ai plus rien, je me suis complètement fait botter le cul, j'ai plus rien. Cependant, je domine quand même au score, et de toute manière, c'est probablement le plus gros point fort de cette liste, de ce détachement spécial Vanguard qui vous permet d'enlever des unités, de les faire réapparaître où vous voulez, qui vous donne pas mal de bonus de mouvement, qui vous donne du loan-up, qui vont vous permettre de mener des actions tout en étant protégé des tirs ennemis. Donc voilà, ma liste, clairement, elle est taillée pour faire ça. Cependant, ici, militairement, franchement, je me suis fait complètement botter le cul, privé d'antichars très tôt dans la partie. Mes antichars n'auront rien fait de la partie. Et ensuite, après le T4, mais alors là, une absence d'infanterie spécialisée qui ne me permettra plus jamais d'abattre quoi que ce soit d'impactant. Donc vraiment des pertes terribles du côté Ravengard. Et du côté du taux, le taux nous a prouvé qu'il était véritablement horrible au tir, et on a un peu théorisé là-dessus. On a trouvé qu'il y avait certaines datasheets qui peut-être n'étaient pas assez chères en points. Il y a des comparaisons assez faciles à établir. Une Riptide, c'est 160 points. C'est beaucoup moins cher qu'un Redemptor Dreadnought. Ça a une invue à 4 et ça tire beaucoup mieux. Donc on parle à la fois d'un Dreadnought qui est plus protégé, qui tire mieux, et qui est 50 points moins cher. Donc est-ce qu'il y a un petit souci à ce niveau? Peut-être bien. La Ghost Kill, idem, avoir un Dreadnought en lone opérative qui peut s'infiltrer, qui peut advance auto de 6 tout en continuant de tirer avec du dégât 3. Là, idem, le coup en point est peut-être un petit peu à côté de la plaque. La Storm Surge, c'est très fort, mais c'est 400 points. Les Crisis, je trouve qu'elles sont à des coups en point relativement réalistes, même si elles ont une puissance de feu terrible. Celle qui m'a surpris, c'est l'escouade de Crisis spécialisée en saturation, en tir d'anti-infanterie. Mais putain, ça envoie une sauce, mais une sauce terrible. Et là, le Lethal Hits, mais putain, on en fait une dizaine, juste en faisant tirer cette escouade seule. Et dernier élément, ce sont les tétras, et ça, là, honnêtement, moi, en termes de règles, je trouve ça complètement abusé, parce que ça coûte rien en points, et ça fiabilise beaucoup trop. Le fonctionnement finalement des ciblages du côté taux, qui se joue donc en tandem, il est nécessaire à l'armée, parce qu'on parle d'une armée qui touche de base assez mal. Donc ce fonctionnement du ciblage en tandem, il est nécessaire, il va vous donner un +1 hit, et il vous fait renoncer à d'autres choses. Donc il y a des choix à faire dans ce choix de tandem de ciblage, et il est tout à fait de bon ton dans une liste d'armées taux. Mais le ciblage qu'apportent les tétras en ajoutant une reroll, c'est trop. C'est trop, parce que là, on parle, toucher mal, vous allez toucher automatiquement quasiment. Donc là, à mon sens, c'est un peu trop bourrin. Pour 60 ou 70 points, c'est absolument infect, parce que là, les tirs de Broadside, ou les tirs de Storm Surge, ou les tirs de Riptide ou de Crisis, ils n'auront plus la moindre forme d'enjeu. Si vous ciblez quelque chose de plus gros que vous, la reroll, vous allez pouvoir full reroll pour aller chercher les lethal hits. Donc c'est vraiment extrêmement balèze. Et donc là, on parle d'une petite unité Forge World. Donc on sait que les unités Forge World, elles sont un peu écrites avec 2 pieds gauche, et je pense en la matière que là, cette unité-là, elle a un problème, que ce soit le coup en point ou la fiabilisation un peu trop extrême à mon sens. Je trouve qu'il y a un petit problème dans cette datasheet.
Parce que finalement, les plus grosses pertes que j'ai essuyées, c'était grâce à leur recours, hein. Clairement, une liste taux, si elle n'avait pas eu ça, j'aurais subi, je pense, beaucoup moins d'attrition. Donc cette partie, elle a été vraiment intense. Je vous l'ai dit en début d'émission, elle a duré 10 heures parce que d'un côté comme de l'autre, les phases de tir étaient infernales. Il y avait beaucoup de choses à théoriser, beaucoup de choses à synergiser et naturellement, on essayait d'échanger un maximum là-dessus, expliquer à l'autre ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, etc. Voilà, on a plus joué ensemble, hein, finalement. Même si, même si on ne s'est pas épargné, hein, naturellement. Mais du coup, les phases de tir étaient très, très théoriques, étaient très, très réfléchies. C'était quelque part la découverte du Codex TO. Donc, on a essayé d'en tirer le meilleur. Moi, pour m'en défendre et lui pour me faire mal. Le salaud, il m'a vraiment violé. Donc voilà, une partie vraiment très sympa, tir contre tir. Cependant, eh bien, ça a duré tellement longtemps, je trouve que c'était pas un match-up idéal. Tir contre tir, ça a ce côté un peu chiant où les phases de tir durent 10 plombes. Et je pense qu'à l'avenir, je vais réaffronter ces taux, probablement suivant le même schéma de liste, mais cette fois en Blood Angel. En Blood Angel, je pense que le fun sera plus présent parce que là, je vais pouvoir impacter plus fort. Là, j'ai commencé vraiment la partie en partant de loin sur la map, donc mon occupation du terrain s'est faite au T3, alors que j'ai pour habitude de la faire dès le T1 quand je commence, et du coup il y a eu assez peu d'échanges autres que des tirs. De toute manière, de toute la partie, il y a eu que 3 charges qui venaient naturellement de moi. Un taux, ça a tendance à ne pas charger. Donc voilà, pas beaucoup d'échanges de corps à corps. C'était un peu trop tir, phase de tir qui durait longtemps et alternant, quoi. Voilà, on avait chacun des phases de tir horribles. Et donc je pense que ajouter un peu de corps à corps dans le débat, ça changerait un peu la polarité à la fois de la carte, mais aussi des affrontements. Quand on joue une armée de corps à corps face à du taux, alors naturellement, on va faire prudence maximale, hein, ça va consister à jumper de couvert en couvert, mais bien contre les taux, on va avoir pas mal d'outils qui vont nous rendre capables d'impacter assez tôt dans la partie, que ce soit les balises de téléportation, que ce soit les rapides ingress, que ce soit l'arrivée des cieux en renfort, en FEP, les réserves stratégiques bien placées. Je pense que voilà, ça amène des parties avec beaucoup plus d'échanges que le simple fait de se tirer dessus. Et manifestement, se tirer dessus, je serai toujours moins bon qu'un Xeno. Et là, de ce que j'ai vu, honnêtement, j'ai déjà affronté du Necron, de l'Eldar, etc. Donc des armées réputées pour leur puissance de feu. Je pense sincèrement que les taux sont nettement au-dessus, hein, du moins dans ce détachement-là qui vous met du little hits de partout, qui va vous permettre de faire des advances en conservant vos tirs avec éventuellement des advance à 6. Je pense vraiment que c'est une armée extrêmement agressive et qui aurait du coup eu plus vocation à se projeter plus tôt dans la partie. Donc voilà, la liste tôt, à mon sens, qui va bien marcher dans ce détachement-là, c'est beaucoup de Devilfish. Vraiment, hein, je pense qu'un minimum de 3 avec des troupes embarquées, ça vous garantit une prise de map tôt dans la partie. Et mine de rien, ce sont des châssis pas évidents à enlever. Alors moi, j'ai dû mettre une armée de 3000 points entière pour en tuer 2, c'est quand même énorme. C'est un peu assimilé à du Rhino, hein. Tout ce qui se rapproche d'un Rhino, c'est plus aussi facile qu'avant à enlever. Et lui, cependant, il voit un Repulsor Executioner, hein, qui est un des plus gros châssis Space Marine. Il le fume avec une seule unité. Putain, mais mamma mia, quoi. Qu'est-ce que c'était dur, ces phases de tir. C'était vraiment affreux. Néanmoins, évidemment, une excellente partie. On s'est bien marré. Ça a duré très longtemps, mais ça valait le coup parce qu'on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup échangé. C'était tir contre tir, c'était une folie d'attrition et c'était néanmoins une victoire au score qui est pour moi cependant une défaite militaire. On va pas se mentir, mais une fois de plus, la Ravengard au score, ce sont les champions. Donc n'hésitez pas à essayer ce petit détachement Vanguard. Si vous jouez Space Marine, si ça n'est pas Ravengard, ce n'est pas grave. Il vous suffit de quelques unités Phobos, de quelques unités Scouts
pour en savourer toute la substance. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer ce détachement Vanguard qui demeure formidable. Même si on joue des armées sans invue, on joue des armées qui sont des véritables chips face à une puissance de feu pareille. Voilà, c'est tout pour ce petit Battle Report de jour férié, car en cette heure, nous sommes le 8 mai. Je vous souhaite à tous des excellents jours fériés, des excellents ponts, d'excellents moments en famille ou en wargame. N'hésitez pas, venez faire coucou sur le Discord de Rural Hammer. J'ai fraîchement ouvert la rubrique recrutement, car pour la suite des Faction Focus, je vais avoir besoin de vous. Il y a toute une liste de factions encore à couvrir. Voilà, les possibilités sont nombreuses. Donc, si vous avez envie de faire une petite émission à l'ancienne avec frère Maxou pour parler d'une faction en particulier, vous êtes le bienvenu. Nous partagerons moult apéros et microphones. N'hésitez pas, le Discord Rural Hammer, la page peinture Brother Maxou Painting, vous connaissez tout ça, on a besoin de vous, il y a toujours trop de Bretons sur ce Discord, c'est infernal, je le dis et je le répète, j'ai besoin de mecs solides de toute la France, les Bretons sont affreux. Spécial dédicace aux Bretons du Discord, naturellement. Et pour moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle émission sur Rural Hammer. Portez-vous bien, jouez bien et surtout peignez bien.